Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour le week-end. Voici les titres de ce dernier JT du mois de juillet. On commencera tout en légèreté avec les animaux du jardin animalier Régnier 3. Leur maison est fermée au public depuis 2 ans, mais les 400 pensionnaires continuent d'y vivre. Nous sommes allés prendre de leurs nouvelles. En 2020, la tempête Alex ravageait les vallées de la Roya et de la Vésubie. Un paysage méconnaissable, des maisons détruites et des habitants désemparés. C'est comme ça que l'association Soleil Royal 06 avait été créée. Aujourd'hui encore, elle continue d'aider. Son fondateur, Laurent Castex, fêtera son anniversaire avec nous en duplex. Nouveau concert dans la cour d'honneur du Palais Princier. Hier, c'est une violoniste japonaise multi-récompensée qui a pris les commandes et impressionné toute l'assemblée. Nous y étions. Et puis si vous pensez randonner ce week-end, ici ou là-bas, nous vous aiderons à savoir comment bien vous préparer et vous équiper. Tous les conseils de nos reporters à la fin de ce JT. Il est fermé depuis 2024, mais le jardin animalier Régnier 3 abrite encore de nombreux pensionnaires. Il leur faut bien une maison, seulement personne ne peut leur rendre visite. Alors à défaut de pouvoir les rencontrer en personne, nos caméras ont pu aller les filmer pour prendre de leurs nouvelles. L'occasion également de faire le point sur les dernières actualités liées aux travaux. Reportage signé Alban Gingembre et Alexandra Paolini. Pendant l'été, nos amis à quatre pattes aussi cherchent la fraîcheur. Enfin, presque tous. Laurent veille quotidiennement au bien-être de ses animaux, d'autant que le jardin animalier Régnier 3 se prépare à une grosse phase de travaux qui nécessite une certaine logistique. Il y a certains animaux qui sont déplacés dans le parc, donc pour libérer les zones concernées, donc qui sont déplacés momentanément le temps des travaux sur site. Et donc là, il y a déjà une vingtaine d'animaux qui sont partis aux terres de Natae. Toute l'équipe était là pour accueillir les animaux. Il y a une vraie volonté de nous aider dans notre travail, mais surtout de prendre soin de nos pensionnaires. Ils ont bien compris que c'était un peu nos bébés, nos animaux. Au programme, un projet ambitieux pour ce parc qui abrite près de 450 individus et 70 espèces différentes. Hormis la zone de l'hippopotame qui est assez récente, qui a un peu moins d'une dizaine d'années, et le lagon, tout va être refait. Donc des plus grands volumes, des mixités, beaucoup de mixités. Donc on le fait depuis très longtemps, mais on va le faire encore plus, avec des habitats qui seront recréés. Alors l'idée, c'est pas d'avoir plus d'animaux ou de faire venir plein d'animaux. L'idée, c'est de loger encore mieux les animaux qu'on a. Tout le parcours de visite va être réaménagé, il y aura des zones qui seront ombragées, il y aura de la scénographie, il y aura beaucoup de pédagogie. On présentera des programmes de conservation, on pourra inviter des associations à venir présenter leurs projets au parc et tout. Donc, et puis il y a quelques belles surprises, mais je n'en dirai pas plus. On garde la surprise pour plus tard. Les travaux s'étendront sur plusieurs années avec toujours la même priorité, les animaux et leur bien-être. En football, le grand show du mercato se poursuit. Manès Akliouche prend la direction du Paris Saint-Germain. Le milieu offensif de l'AS Monaco FC vient d'être acheté par le club parisien pour 50 millions d'euros. Offre de transfert acceptée après 5 tentatives de négociation par Monaco qui ne voulait absolument pas descendre en dessous de ce montant, déjà vertigineux puisqu'il se place en effet tout simplement en tête des transactions de l'été de la Ligue 1 pour les arrivées. La deuxième position revient à Mathis Ablin, l'attaquant de Nantes, qui lui a signé mercredi, comme vous le savez, un contrat de 5 ans à l'ASM pour 30 millions d'euros. Dans un autre registre, après ces fortes chaleurs, nous changeons nos habitudes, nous cherchons de l'ombre, prenons notre temps et mangeons beaucoup plus de produits frais. Ça fait du bien et c'est encore meilleur lorsqu'ils sont de saison. Nous sommes allés faire un tour du côté du marché de Monte-Carlo sur l'étal de paniers frais pour faire le tri du meilleur de la saison. Alexandra Pani et Thomas Deus nous présentent leur sélection. Ils sentent bon l'été, tomates, courgettes, melons, pastèques. On profite de ces produits du soleil pour faire de belles salades composées ou des jus frais et se désaltérer en cette période de forte chaleur. Sur cet étal du marché de Monte-Carlo, ce maraîcher propose des légumes et fruits de saison. Toutes ces tomates, ça c'est des tomates à l'ancienne qu'on retrouve quasiment plus, c'est la cornue des Andes. Celle-là, la véritable cœur de bœuf. Et tout ça, ça vient d'un petit producteur à côté de Saint-Laurent-du-Var. Comment on reconnaît la véritable cœur de bœuf? Cœur de bœuf. Et donc on a ces courgettes-là. Comme vous voulez voir, le producteur nous les amène directement d'Italie. Ensuite, nous avons les haricots plats. Ça vient aussi de la Gaude. Les courgettes blanches. Elles sont bio. On a les épinards aussi. Buongiorno, cosa per me? Bonjour, sì, Stai tranquillo che passa alla televisione di Monaco. Ah, bene, bene. Guarda, Allez.
Pour l'instant, nous avons la pastèque Italie, le melon qui est certifié de Camargue. C'est un melon, ce melon-là, je travaille depuis 25 ans avec la productrice. Et les terres, c'est moitié sable, moitié terre. Donc il a un goût vraiment... Tous nos produits, en fait, on se déplace, on goûte. Si ça ne va pas, on dit redonne-nous sur notre parcelle, parce que ça ne nous convient pas. Je vais vous parler du hors-saison, style la clémentine, qu'on aille sur les marchés, le gros marché à Turin, ou les gros marchés comme à Milan. On arrive à 3h30 du matin, on goûte chez lui. On a un kilo de clémentine, mais on repart avec la meilleure des qualités qu'on puisse trouver. On a travaillé avec des abricots IGP. Et les derniers qui voulaient m'envoyer, on s'est déplacés, on les a goûtés. Et ça avait perdu de la qualité par rapport à ceux qui sont en pleine saison. Donc on a préféré laisser le client sur le meilleur goût pour que l'année prochaine, quand il voit ma tête et les abricots, ils savent que l'abricot sera bon. Petite nouveauté sur le stand, les clients peuvent retrouver à présent une grande variété de fruits exotiques que l'on trouve difficilement sur les étals de la région. Alors aujourd'hui, vous avez le pitaya jaune qui est très sucré comparé au pitaya rose. C'est la même couleur à l'intérieur, sauf que celui-ci est beaucoup plus sucré que le rose habituel qu'on connaît tous, qui se vend partout. Vous avez le mongoustan qui se découpe. Vous avez un cœur blanc à l'intérieur qui se mange et avec l'écorce, en fait avec la peau, vous pouvez faire une infusion aussi. En fait, on recherche les fruits exotiques que personne n'a sur le marché pour qu'on puisse vraiment le faire découvrir aux clients. Un peu d'exotisme au milieu de nos produits locaux. Si vous voulez découvrir les produits du panier frais, le stand est ouvert tous les jours de la semaine de 7h à 13h au marché de Monte-Carlo. Il y a 5 ans, la tempête Alex frappait de plein fouet les Alpes-Maritimes, emportant tout sur son passage. Pour aider les sinistrés à se reconstruire, une association avait été créée après la catastrophe. Soleil Royal 06, 5 ans après, elle existe toujours et n'a cessé d'aider, bien au contraire. Laurent Castex, qui l'avait fondée avec sa maman Claudine, est en ligne avec nous. Bonsoir à vous. Bonsoir Théo. Merci d'être avec nous et joyeux anniversaire à votre association. Soleil Royal 06, vous l'aviez créé à Roquebrune, Cap-Martin après la tempête Alex, mais il n'était pas prévu qu'elle dure. Hein. Comment vous en êtes arrivé là alors ? Eh bien écoutez, c'est vrai que tout au début on m'a dit que ça allait durer 1 an et puis maintenant ça fait 5 ans. Je suis toujours là parce que j'aide énormément d'associations et à chaque fois on fait des soirées caritatives et ces soirées caritatives ont le but d'aider d'autres personnes et toujours des personnes qui sont dans la souffrance. Voilà, c'est ça, vous croisez justement les associations, vous en aidez d'autres, c'est le principe de Soleil Royal 06. C'est le principe. Effectivement, on fait des petites choses très sympathiques avec des petits budgets et puis on arrive à reverser des belles petites sommes et j'en suis très très fier. Alors avant de comprendre bien correctement comment ça fonctionne, j'aimerais qu'on se plonge un petit peu dans vos souvenirs, Laurent Castex. On sait que la tempête Alex a été dévastatrice, on se souvient des dégâts considérables dans la vallée de la Roya, de la Vésubie. Racontez-nous d'où est partie l'association au moment où s'est passée cette catastrophe. Qu'est-ce que vous avez entrepris avec votre maman Claudine à ce moment-là ? La Covid est arrivée, j'ai perdu mon emploi sur le Rocher puisque je travaillais dans le tourisme. Je suis resté comme tout le monde avec la Covid 55 jours sur un canapé à rien faire. La tempête Alex est arrivée et je suis monté à peu près dans les 3, 4, 5, 6 mois sur place avec l'ampleur des dégâts. Et quand je suis arrivé sur place, j'ai aidé dans la manière que je pouvais faire parce que je ne suis pas bricoleur. Mais j'étais comme tout le monde avec une pelle, tout ça pour enlever la boue. Et ça a été vraiment quelque chose de super pour moi parce que ça m'a appris à donner de l'aide. Et j'ai fait venir ma mère et puis petit à petit j'ai fait venir plein de personnes autour de moi, des amis de lycée sur Monaco. Et on est parti pendant 6 mois à aider. Et on a fait les Noëls de la Roya pour aider les enfants. Et c'est de là que mon association a été créée pour venir en aide aux enfants. Et comment justement ont évolué les missions de l'association jusqu'à aujourd'hui pour qu'elle ait perduré en fait dans le temps ? Eh bien, parce que je me suis dit que si on voulait la faire rester et lui donner un petit éclat de soleil, on allait devoir aider d'autres structures. On est parti en Ukraine pour aider un camp d'enfants. Et puis après, on a fait des petites soirées caritatives. On a aidé la Fondation Flavien, on a aidé les Pirates Blancs pour les enfants qui sont atteints de cancer à Lanval.
On a aidé la Maraude de Monaco, tout ça pour des familles défavorisées, surtout des familles qui sont avec des enfants et qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Et chaque année, on a donc un projet, et ce projet, c'est toujours quelque chose de beau. Et combien de personnes travaillent avec vous et quelle est la logistique? Comment ça se passe concrètement avec ces bénévoles, ces adhérents? On est à peu près 65 bénévoles, à peu près une quinzaine d'actifs. On est là pour... certains, par exemple, nous aident quand on fait un petit vide-grenier pour récolter de l'argent. D'autres nous aident quand on fait une petite soirée pour mettre en place. On a des partenaires qui nous aident aussi pour le financement. Par exemple, quand on fait une soirée caritative, vous savez que ça coûte quand même, il faut payer un prestataire pour la nourriture, tout ça. Et on a un prestataire qui est membre de l'association et qui ne prend que la moitié de son budget pour pouvoir nous aider. Voilà, et alors vous parliez justement des projets que vous avez, vous dites que chaque année vous avez un nouveau projet. Alors quels sont les futurs? Comment vous voyez justement évoluer l'association à l'avenir? Où est-ce qu'on va pouvoir vous retrouver? Alors vous allez me retrouver le 7 novembre prochain pour la 6e soirée caritative. Il y aura 2 associations que l'on va aider. On va aider le Pirate Blanc, c'est-à-dire les voiles blanches pour les enfants qui sont atteints de cancer à Lanval. Et on va aider la Mission Enfance qui est sur Fontvieille et qui vient en aide aux enfants du Burkina Faso. Voilà, ça fait encore de beaux projets. Et si des personnes qui nous écoutent veulent contribuer à l'association aujourd'hui ou faire un don? Oui, bien sûr, elles peuvent faire un don ou même tout simplement m'offrir un jouet neuf. Un jouet neuf qui est emballé, que l'on pourra remettre à Lanval pour les enfants qui sont atteints de cancer. Et parce que cette année, nous serons 5 membres de l'association avec le Pirate Blanc pour pouvoir les remettre en main propre. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de remettre les choses en main propre. Pas d'intermédiaire, c'était le but de mon association, de pouvoir aller sur place. Voilà, et c'est ça justement qui fait toute la philosophie de l'association. Elle a encore de beaux jours devant elle. Elle a de très beaux jours devant elle puisque nous avons déjà choisi la future soirée caritative de l'année prochaine. On en avait déjà fait une pour la princesse Stéphanie pour son association Thy8 Monaco et on va refaire une soirée pour Thy8 Monaco l'année prochaine parce que ça nous tient à cœur, parce que aider les affiliés qui sont atteints du VIH, c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur parce que je me rends compte que aujourd'hui, il faut continuer à aider. Donc encore beaucoup de projets pour Soleil Royal 06. Merci beaucoup Laurent Castex, cofondateur de cette association, d'avoir été avec nous sur Monaco Info à l'occasion de ces 5 ans. Merci à vous et bonne continuation. Merci infiniment. Voilà pour cette interview réalisée la semaine dernière et notez que Soleil Royal 06 organisera aussi une collecte de dons au profit de la Maraude de Monaco pour les familles les plus démunies. Si vous souhaitez participer, ça se passe entre le 1er août et le 15 septembre à la pharmacie du Rocher. Vous pouvez y déposer des denrées alimentaires non périssables et des produits d'hygiène. Parlons musique à présent. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a donné un nouveau concert dans la cour d'honneur du Palais Princier hier soir. Au programme Bernstein, Prokofiev et Sibelius, dont le concerto pour violon en ré mineur a été interprété en soliste par la grande violoniste japonaise Sayaka Shoji. Une véritable étoile montante de sa génération. Elle a raflé tous les grands prix internationaux et a donc, vous l'imaginez, fait un triomphe. José Sacré, Marie-Ève B et Clélia Renaud l'ont écouté avec attention. Lisa Kerop, premier violon super soliste du concert donné par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo jeudi 30 juillet dans la cour d'honneur du Palais Princier, un lieu cher au cœur de Lisa. Je l'adore, elle est très symbolique pour moi parce que mon premier concert en 2000, quand j'ai gagné le concours, a eu lieu ici. Donc c'est toujours très émouvant pour moi de revenir jouer sur cette scène. Au programme de ce concert, dirigé par Juraj Valkua, l'ouverture de Candide de Leonard Bernstein, une ouverture de fête, joyeuse, jazzy, américaine. La canicule sévit partout, et particulièrement dans la cour d'honneur du Palais Princier. Est-ce gênant pour les musiciens ? C'est gênant. Alors pour les instruments avant, je ne sais pas, mais en tout cas pour les cordes, oui. Parce qu'on a les mains moites, l'air est très humide, le violon glisse ici, on a du mal à contrôler la main gauche, l'archet qui patine. Donc évidemment, ce sont des conditions qui sont difficiles, mais quand on est musicien, on doit s'adapter et jouer dans toutes les conditions.
En chœur de programme ce jeudi 30 juillet, le très célèbre et très difficile concerto pour violon en ré mineur opus 47 de Jean Sibelius, avec en soliste pour la première fois à Monaco la jeune japonaise Sayaka Soji, qui jouait un Stradivarius récamier de 1729. Et elle fait sortir de son violon des sons tellement colorés, tellement intenses. Elle a un son très poignant, très riche. Et c'est une grande musicienne, donc c'est une très belle découverte. Cendrillon, la suite pour orchestre numéro 1 opus 107 de Prokofiev, a terminé ce concert. Encore un bonheur pour Lisa Kerob. Alors moi je suis une fan de Prokofiev, alors vous pouvez imaginer à quel point je suis heureuse ce soir. Prochain concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, dimanche 2 août avec au programme la 8e symphonie de Dvorak et le concerto pour piano numéro 3 de Beethoven. Magnifique. Allez, c'était pas tellement la période de Noël, mais prenons un peu d'avance, car les santons de cire sont d'actualité. Les vôtres sont sans doute rangés quelque part dans votre cave ou votre grenier en attendant l'hiver, mais la cathédrale de Monaco vient de ressortir les siens et a fait appel à des spécialistes pour les restaurer. Fabien Bonilla et Camille Caloni sont allés les découvrir tout neufs. 10 santons en cire d'1,30 m chacun. Ils avaient disparu au milieu du XXe siècle. Ces santons, dont certains ont plus de 130 ans, ont été retrouvés récemment dans l'entrepôt du diocèse. Ces personnages étaient abîmés et ont été restaurés grâce à un don, début mars, par une société spécialisée dans la création et la restauration de sculptures. Après plus de 4 mois, ces santons ont fait peau neuve et sont de retour en la cathédrale. Il faut savoir que ces personnages ont été créés en 1888, qui correspond à un événement majeur au sein de la cathédrale de Monaco. Il faut savoir que la cire ainsi que les costumes vieillissent dans le temps, donc les costumes ont été très détériorés. Avec l'humidité, des facteurs climatiques extérieurs. Et les cires, quant à elles, avaient beaucoup de casse au niveau des doigts, ce qui est normal puisque la cire est un matériau très fragile. Pendant plus de 4 mois, bergers, bergères, Marie, Joseph, Jésus et les rois mages ont été soignés, guéris et bichonnés. Beaucoup de mains ont été cassées, on a dû les reconstituer, resculpter certains d'entre elles, et notamment le petit Jésus qui avait un bras cassé, d'autres visages étaient fissurés, donc on a dû prendre en charge toutes ces problématiques qui étaient différentes par rapport aux différents personnages. Il y a eu beaucoup d'intervenants, il y a eu les coiffures historiques qui ont été refaites avec des implantations. Nous avons implanté cheveux par cheveux, donc des perruquières sont intervenues également, donc des mouleurs, mais aussi une costumière spécialisée dans les costumes historiques. Après la vérification sur place, ces santons seront rangés dans leur caisse pour être exposés début décembre dans la cathédrale, ce qui n'avait plus été le cas depuis une 50aine d'années. Voilà, rendez-vous à Noël. En attendant, restons en été. En ce début de week-end, certains d'entre vous auront peut-être envie de prendre un peu de hauteur dans les sentiers de l'arrière-pays. La pratique de la randonnée, bien que très appréciée, n'est pas sans risque. Il faut toujours partir avec une bonne reconnaissance des lieux et surtout de bons équipements. Pour vous aider, retrouvons Alexandra Pani qui est allée à la pêche au Bon Conseil. Avec ces fortes chaleurs, on a décidé de partir prendre un peu de fraîcheur à la montagne. Mais vous le voyez, je n'ai pas vraiment la tenue idéale. Alors on va aller voir tout de suite comment bien s'équiper pour une randonnée. Bonjour Mathéo. Bonjour. On a besoin de vos précieux conseils pour s'équiper pour une randonnée en montagne. Quels sont les essentiels ? Alors les essentiels, je dirais très largement un équipement vachement complet. Je vous ai préparé quelques petits articles du coup à vous proposer. Je vous propose qu'on regarde ça ensemble. Donc on va commencer directement sur l'habillement. L'habillement, j'ai sélectionné du coup 3 produits. On va avoir ici un pantalon qui va être modulable. Donc ce pantalon, il va permettre d'avoir beaucoup de mobilité parce qu'on a des zones qui vont être assez extensibles au niveau de la marche. Quand il va faire plutôt chaud, on peut le transformer en short grâce à un zip. On va avoir le t-shirt en laine mérinos. La laine mérinos, ça fait un petit peu peur parce qu'on pense qu'on va avoir très chaud. Mais en fin de compte, non, c'est un tissage qui est très fin et du coup qui va absorber beaucoup les odeurs, beaucoup la transpiration et permettre que quand on va faire une pause, on n'ait pas cette sensation de frais. Et l'indispensable du coup pour aller en montagne, ça reste l'imperméable. Un allié très sympa, ça va être le sac à dos. En plus de ça, il va être aéré.
Donc il y a cette partie-là qui va venir se coller vraiment sur le dos, mais on n'aura pas le sac en entier qui permet de laisser passer du coup de l'air. Sac à dos 25 litres pour une journée, c'est amplement suffisant pour pouvoir mettre du coup une paire de lunettes, très important pour éviter de s'abîmer les yeux, de la crème solaire parce qu'en altitude du coup les UV tapent un petit peu plus sur la tête. La casquette du coup pour protéger cette fameuse tête et surtout bien penser à prendre une gourde et la trousse de secours. On n'est jamais sûr d'un petit aléa, d'une petite coupure, d'une petite blessure. À l'intérieur on va avoir des tire-tiques, des pansements, etc. Donc ça va être très important. Et après il y a une partie aussi très importante, nos pieds qui nous supportent toute cette marche. Il faut être bien équipé. Les baskets classiques qu'on utilise en ville, vaut mieux proscrire. Exactement. On va chercher donc de la légèreté surtout et du confort sur la chaussure. Alors ce qu'on peut proposer, on va avoir des chaussures. On a des très bonnes gammes chez Decathlon. On peut commencer à faire vraiment des bonnes randonnées, soit avec une tige basse, du coup quand on a peu de dénivelé. Et après, on va avoir une bonne semelle avec des bons crampons pour avoir de l'accroche, etc. Elles sont traitées waterproof pratiquement pour toutes nos chaussures. Donc même si on a une petite averse, on est protégé. Donc ça, c'est top. On a une bonne semelle qui va venir du coup amortir un petit peu les coups. Très important du coup, ne pas utiliser les chaussettes de tous les jours aussi. Nous, ce qu'on va préconiser, c'est des chaussettes directement de randonnée qui vont avoir un maillage très serré, qui va éviter du coup les frottements. Quand on a deux types de chaussures, il vaut mieux partir sur de la chaussette haute. Comme ça, on est vraiment polyvalent. Et vous avez des renforts au niveau de la cheville, de la malléole, etc. Merci beaucoup Mathéo pour ces précieux conseils. Et on compte sur vous. Adoptez bien tous ces équipements si vous voulez randonner en toute sécurité. Merci Alexandra, ça donne envie de se lancer. Allez, avant de vous laisser, petite parenthèse pour vous annoncer la réouverture de la Maison du Numérique. Dans 7 jours, la boutique située au numéro 1 de la promenade Honoré 2, dans les jardins d'Apolline, vous accueillera de nouveau vendredi prochain, le 7 août. Vous y retrouverez toute l'équipe et ses services aux mêmes horaires, du mardi au vendredi de 10h à 18h30 et le samedi de 10h à 14h30. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez Alban Gingembre pour la météo de demain. Je vous propose de retourner dans la cour d'honneur du Palais Princier pour finir avec les meilleurs clichés du dernier concert donné hier soir. Clichés signé Stéphane Dana. Excellente soirée à tous et à demain. Bonsoir à tous. Demain, toujours du soleil, de la chaleur et très peu de nuages en principauté. Une légère baisse des températures qui ne durera que le temps d'une journée et qui sera trop légère pour être vraiment ressentie avec 26 degrés le matin et jusqu'à 30 degrés au plus fort de la journée. Continuez d'appliquer les bons gestes, protégez-vous, hydratez-vous et limitez les expositions trop prolongées au soleil. Et demain, samedi 1er août, nous fêterons les Alphonses.